à toutes et à tous et bienvenue dans notre troisième partie du programme qui traite de la procrastination. Dans la deuxième partie, vous avez normalement identifié quel petit procrastinateur et quelle stratégie il utilisait pour remettre au lendemain ce qu'il avait à faire d'important et d'urgent, aujourd'hui même, tout de suite. Je vais maintenant vous proposer de comprendre pourquoi nous procrastinons. Nous sommes tous de bonne volonté, nous avons tous l'intention de choses saines, de réussir. Pourquoi nous nous mettons à procrastiner? Pourquoi nous remettons au lendemain ce que nous avons d'important à faire? Il y a pour cela 6 raisons principales auxquelles vous devriez pouvoir rattacher les raisons annexes ou vos raisons à vous de procrastiner. Alors je vais commencer avec la première raison qui est par perfectionnisme. En fait, la plupart d'entre nous qui procrastinons sommes perfectionnistes même si nous ne le savons pas ou même si nous pensons ne pas l'être du tout. Pour affirmer et pour compléter ce que je viens de dire, je vais vous citer un petit texte issu du livre de John Perry sur la procrastination. John Perry d'ailleurs parle de procrastinateurs structurés. Et suite au petit sondage que vous avez rempli, visiblement, la plupart sont des procrastinateurs structurés, c'est-à-dire des procrastinateurs qui quand même sont organisés et ne font pas tout n'importe comment dans le désordre. Donc le livre de John Perry tombe à pic et voilà ce qu'il dit sur les perfectionnistes. Ne me définissant pas moi-même comme un perfectionniste, j'ai mis longtemps à saisir le lien entre procrastination et perfectionnisme. Souvent, les procrastinateurs ne savent pas qu'ils sont perfectionnistes, pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais rien accompli de parfait. Le perfectionnisme dont il est question ici est purement fantasmatique, sans aucun rapport avec la réalité. Voilà un exemple. Quelqu'un me charge d'un travail. Mettons qu'un éditeur me demande d'évaluer un manuscrit, de me prononcer sur la qualité et sur son éventuelle publication. J'accepte cette mission, sans doute parce que l'éditeur propose de me rémunérer en m'offrant les livres dont je me dis que j'aimerais les lire si je les avais en ma possession. Aussitôt, ma vie fantasmatique prend le relais. Je m'imagine déjà écrire le compte-rendu le plus excellent qui soit. Je m'imagine lire attentivement le manuscrit et en souligner des passages susceptibles d'être améliorés. J'imagine l'éditeur recevoir mon rapport et s'exclamer « Chapeau bas, c'est le meilleur compte-rendu que j'ai jamais reçu !» Dans mon fantasme, mon compte-rendu est percutant, impartial et sert autant à l'auteur qu'à l'éditeur. Qu'est-ce que le perfectionnisme ? Il s'agit moins de fournir un travail parfait que de prendre prétexte de travaux en cours pour alimenter ces fantasmes de perfection. En quoi le fantasme de perfection est-il propice à la procrastination ? Tout simplement parce qu'il n'est pas si simple de faire les choses à la perfection. Tout comme John Perry, vous m'auriez demandé il y a quelques mois si j'étais perfectionniste, je vous aurais dit mais non, pas du tout. Et en fait, je me rends compte que je rentre tout à fait dans le schéma de fonctionnement que décrit John Perry. Et le perfectionnisme peut vraiment être une raison pour laquelle la personne va remettre au lendemain. C'est-à-dire que si elle souhaite vraiment faire quelque chose de parfait, elle n'aura jamais le temps qu'il faut pour fournir cette chose parfaite, elle n'aura jamais tous les outils qu'il faut, ou voilà, différentes stratégies vont se mettre en place et venir faire qu'on va remettre au lendemain, à plus tard, et là peut-être à des mois et des mois plus tard. Donc le perfectionnisme est vraiment une raison de procrastiner. La deuxième raison qui fait que nous procrastinons est la peur d'échouer, la peur de l'échec, la peur de décevoir l'autre, les autres, les proches, la hiérarchie, la peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons tous grandi dans une éducation qui cultivait cette peur de l'échec, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous commettions une erreur, nous nous prenions d'abord un petit coup sur la tête, qui nous disait que c'était pas bien du tout d'échouer, de faire des erreurs. Et puis, cela sous-entendait que nous n'avions pas l'intelligence suffisante pour réussir, que nous n'avions pas les capacités pour réussir. Et du coup, il s'est mis en place une dévalorisation intérieure et un processus qui fait que, à chaque fois que nous sommes face à un défi à relever, à une tâche à accomplir un peu challenging, eh bien, elle va se mettre en place ce processus de
oh là là, mon Dieu, si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Et je préfère ne pas m'embarquer là-dedans plutôt que de ressentir cette dévalorisation ou cette peur d'échouer. Et pourtant, on le sait maintenant, se tromper permet d'avancer, de tirer parti de ses échecs et de comprendre pourquoi, etc., etc. Et donc d'aller plus loin et de progresser. Bon, ça ce sera dans la 4e partie de ce programme où nous verrons les clés pour déprocrastiner. La 3e raison de procrastiner est la quantité de tâches à accomplir. La personne a tellement de choses à faire qu'elle ne sait même plus par où commencer, elle ne sait pas dans quel ordre elle doit gérer les choses, elle ne sait plus quelles sont les priorités, et il va se créer un blocage intérieur et la personne ne va même pas parvenir à commencer la tâche, d'où la remise au lendemain, au surlendemain, etc. Cela peut aussi se rapprocher chez les créatifs, les idéateurs, les atypiques, les zèbres, les hauts potentiels. Cela va se rapprocher de l'affluence d'idées, c'est-à-dire que la personne a tellement de choses dans la tête, elle pense à tellement de choses qu'elle ne sait plus, elle ne parvient pas à faire le tri et savoir comment mettre les choses en ordre et par où commencer. Il va aussi se passer, on dit souvent que l'esprit est un singe, et en fait la personne va avoir une tâche à accomplir, elle va s'y mettre, et au lieu de creuser cette tâche et d'aller jusqu'au bout, l'esprit va agripper une autre liane, une nouvelle idée, et ça va être tellement plus festif, plus valorisant de creuser cette petite idée-là, et puis ensuite d'aller sur une autre idée. Ça apporte de l'adrénaline, ça donne de l'envie, du fun, et du coup, rester sur l'idée sur laquelle nous étions et creuser et accomplir notre tâche entière va être quelque chose de plus rébarbatif et sera remis au lendemain. Une 4e raison de procrastiner est le besoin de pression et d'adrénaline que ressentent certains. Ils vont attendre le dernier moment et là vont être ultra efficaces, ultra actifs sur les quelques heures qui restent, même la nuit qui reste. Ils vont travailler, s'y mettre à fond, être très productifs, très performants. Et ces personnes-là ne vont pas parvenir à accomplir le travail sur une durée étalée et seront beaucoup moins performants. Cela peut venir du fait que les gens ont besoin de challenge pour être dans le flow, pour accomplir ce qu'ils ont à faire. Et le manque de challenge dans leur vie fait qu'ils en créent un artificiel par la durée rétrécie. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le challenge dans le peu de temps qu'ils ont à accomplir une tâche. Une 5e raison de procrastiner est notre rapport au temps qui peut être déformé. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une tâche à faire, je vais estimer le temps dont j'ai besoin pour réaliser cette tâche. Admettons, j'ai une tâche qui met très raisonnablement un quart d'heure pour être accomplie et moi je vais estimer que j'ai besoin de 5 minutes pour faire cette tâche. Du coup, je vais me retrouver dans le cas précédent, c'est-à-dire avec une mise sous adrénaline qui va peut-être d'ailleurs m'être nécessaire pour être performant, etc., etc. Il y a l'autre cas, c'est-à-dire que j'ai cette tâche d'un quart d'heure à accomplir et je vais l'estimer à une demi-heure. Du coup, je vais surestimer le temps dont j'ai besoin et je ne vais pas forcément pouvoir me dire ok, dans ce créneau horaire j'ai le temps d'accomplir cette tâche et donc je vais remettre au lendemain parce que j'estime que je n'ai pas le temps de l'accomplir. Ça peut aussi venir du fait qu'on a besoin de temps pour soi et que de surestimer le temps pour faire cette tâche va permettre de grappiller de précieuses minutes qui nous seront consacrées à nous ou à ce qu'on aime faire. Et là, on va pouvoir rebondir sur le dernier point qui est que cette tâche qu'on a à accomplir, c'est pas une tâche qu'on a envie d'accomplir. Cette tâche où on n'aime pas le faire, où ça a manque de sens, ou alors c'est rébarbatif, c'est répétitif, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Et là, ça va pouvoir déboucher sur autre chose, un travail plus profond qui va être, ok, pourquoi, si c'est dans le travail notamment, pourquoi je n'ai plus envie de réaliser les tâches que j'ai à accomplir dans le cadre de mon travail? Est-ce que je manque de sens? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Je manque de challenge? Et là, il va falloir creuser et aller voir plus loin. Donc ça, c'est le 6e point
du fait que pourquoi nous procrastinons, c'est par manque d'intérêt chronique dans une tâche qu'on a à accomplir. C'est-à-dire, je ne trouve plus le sens, je ne trouve plus la joie, la passion, je n'arrive plus à mettre dans le flow, dans cette espèce d'état qui permet de ne plus voir les heures passer. Et donc là, il va falloir peut-être penser à changer, transformer, aller voir ailleurs et passer à une transition. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la dernière partie de ce programme procrastination qui va nous permettre de trouver des clés et de mettre en place des processus rituels qui nous permettront de peut-être moins procrastiner et de changer notre manière de vivre. Voilà, je vous remercie.